Alors bonjour à tous, bienvenue sur le stand des CHU. On va vous parler ce matin beaucoup de recherche clinique et d'innovation. Donc je voudrais sur cette première table ronde qui concerne la digitalisation des essais remercier tous les intervenants qui vont nous donner leur point de vue sur les enjeux donc liés à cette digitalisation. Donc merci à Camille Schurz de l'Agence de l'innovation en santé qui est experte sur les aspects réglementaires de la digitalisation et la décentralisation de nous avoir rejoints et de pouvoir nous éclairer sur les évolutions nécessaires en matière réglementaire. Je remercie aussi Florence Herry de France Biotech qui va nous donner le point de vue en fait des entreprises et des laboratoires sur l'intérêt de digitaliser nos process en matière de recherche clinique. Milan Lazarevic, directeur de la DRC de l'AP, nous donnera son point de vue, quel sera l'impact en termes fonctionnels, organisationnels sur nos structures de soutien à la recherche et en matière de système d'information recherche. Et puis le professeur Assenoun, qui est également président du CNCR, que je ne présente plus, que tout le monde connaît, lui nous donnera le point de vue finalement du clinicien et du porteur de projet, en quoi la digitalisation des essais peut permettre d'accélérer en fait la réalisation de la recherche. Et puis je vous prie d'excuser le professeur Ténière qui devrait pas tarder à nous rejoindre, mais qui nous donnera son point de vue sur l'impact de la digitalisation des essais sur la collecte des datas et puis la conduite des études en vie réelle. Voilà. Donc peut-être se dire qu'on a eu les récentes enquêtes du LEM qui prouvent que la France tient son niveau en matière d'essais cliniques, mais que nous avons encore, même si nous avons raccourci les délais depuis le 2019 d'une trentaine de jours entre le moment où on autorise l'essai et le moment où on inclut, on a encore, je pense, des gains en termes d'accélération des process de recherche, que la France se situe donc en quatrième position sur les essais au niveau européen, mais que dans le cadre du plan France 2030, nous ambitionnons de reprendre la première place. Et donc pour ça, la digitalisation est probablement un moyen. Donc Camille, je vous laisse prendre la parole et nous dire un petit peu quels sont les enjeux réglementaires, les leviers à saisir et les verrous à déverrouiller. Merci beaucoup. Déjà, d'un point de vue réglementaire, on est à deux niveaux. Il y a un niveau international avec tout ce qui va être bonne pratique clinique internationale et européen avec des recommandations qui sont discutées entre les différents États membres qu'il faut après transcrire dans le droit français, dans le Code de la santé publique, dans lequel il y a du coup les bonnes pratiques cliniques. Donc, des modifications ont été faites pendant la période Covid, des exceptions ont été autorisées, que ça soit sur le consentement, que ça soit sur la supervision de l'essai, sur le suivi des patients, ou encore, j'ai tout dit, sur l'envoi des traitements, mais là c'est plus un enjeu de décentralisation plutôt que de digitalisation. Donc ces exceptions avaient été discutées au niveau européen et ensuite mises en place en France, dans chaque État membre, avec des modifications différentes dans chaque État membre. On en est maintenant à vouloir marquer les choses dans le dur pour pouvoir mettre en place de façon opérationnelle et permanente cette décentralisation de la recherche. Donc il y a du travail, il y a un groupe de travail qui est mené par la CNRIPH qui discute chacune de ces étapes, que ce soit sur le consentement, avec le niveau de sécurisation qu'il faut sur de la e-signature, sur l'authentification, sur comment faire l'information aux patients et comment s'assurer ensuite de l'archivage du PDF ainsi formé. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais chacune de ces étapes comporte un enjeu de sécurisation qui doit être mis en place, et ça va imposer de revoir les recommandations de la CNIL, par exemple. Voilà, ça faut avancer dessus. Il y a également les discussions qui sont faites sur le monitoring de l'essai clinique. Pendant la période Covid, on avait autorisé que les moniteurs puissent faire des visios avec les investigateurs pour recueillir les données de l'essai, sachant que la France a toujours refusé tout ce qui était envoi des données pseudonymisées des patients.
La troisième option pourrait être un accès des promoteurs au dossier patient, mais je pense que pour le moment, on n'y est pas. Donc il faut, pareil, trouver la solution pour assurer un monitoring dans les conditions de respect des personnes. Donc là-dessus, il y a des évolutions réglementaires à prévoir. Donc ça, pareil, le groupe de travail de la CNRIPH va avancer dessus, mais ça va imposer de modifier tout ce qui va être bonne pratique clinique. Pour le suivi des patients, la téléconsultation, on avait déjà quelque part des formes de téléconsultation parce qu'on avait des visites qui se faisaient par téléphone déjà dans les essais cliniques. Donc ça, on va peut-être avancer plus dessus et aller sur de la visioconférence pour pouvoir le réaliser, mais ça ne va pas imposer de modifications réglementaires, ça sera dans le protocole et ensuite discuter avec le CPP, mais ce n'est pas une modification réglementaire. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il y a aussi le périmètre à cadrer, c'est-à-dire de quels essais on va parler, pour quels patients on pourra dire qu'on décentralise ou pas. Par exemple, est-ce qu'on va accepter de décentraliser sur des essais de première administration à l'homme, ou est-ce qu'on dit que là, non, il faut aller au centre. Donc c'est toutes ces discussions-là qu'on doit aussi, desquelles on doit être sûr. J'ai l'impression que ça, au niveau européen, on est pour le moment plutôt harmonisé sur le périmètre des études qui pourraient être décentralisées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup Camille. Et comment vous voyez le rôle de l'AIS par rapport à finalement la digitalisation ? Clairement, l'AIS a vocation et volonté d'accompagner l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir digitaliser. Déjà parce que ça permet la décentralisation et ça va être un facteur d'attractivité pour la France. Aussi parce que ça va permettre également d'aller plus vers les essais cliniques en ville ou les liens ville-hôpital, et je pense que ça va permettre aussi d'augmenter le nombre d'essais cliniques en France et de mobiliser plus de patients sur le territoire. Donc je pense que c'est vraiment très important et l'AIS va accompagner la démarche. Merci beaucoup. Florence, alors du point de vue de France Biotech, finalement, qu'est-ce que vous attendez de cette digitalisation des essais cliniques ? Oui, merci beaucoup effectivement de nous accueillir sur cette table ronde. Je rappelle juste que France Biotech, c'est une association qui recouvre 500 membres de la biotech, medtech, numérique en santé et qui travaille de manière très active sur le développement de la recherche en France, donc industrielle, mais aussi en lien avec les académiques. Et les enjeux, il y a des chiffres clés qui sont sortis d'une étude du LEM et donc faite par IQVIA l'année dernière, tant sur l'attractivité mais aussi sur la décentralisation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 70% des patients qui vivent à 2 heures de leur centre d'investigation. Donc c'est tant un enjeu pour les académiques que pour les industriels. Et qu'il y a 15% des patients qui refusent de participer à un essai clinique parce qu'il est contraignant d'un point de vue organisationnel. Donc voilà, ça pose effectivement la base déjà aussi réel d'un patient pour participer à un essai clinique. Donc il y a un enjeu d'attractivité, de rétention, bien sûr pour l'inclusion, et de fait aussi d'un lien ville-hôpital qui permettra justement d'améliorer l'inclusion et la rétention de ces patients. Mais si on revient justement aux enjeux des industriels, aujourd'hui, bien évidemment, la dématérialisation, la digitalisation a été mise en place et testée pendant le Covid, et on a bien vu que des succès ont vu le jour grâce à l'ouverture et à des dérogations en place. Il a été identifié que pour pouvoir mener à bien ces projets, notamment en lien avec l'AFCRO, donc il faut un cadre réglementaire qui permette tant aux industriels qu'aux CRO notamment de pouvoir librement et en toute sérénité mener un essai clinique sans avoir l'épée de Damoclès de se dire est-ce que la CNIL va accepter mon projet de recherche, est-ce que la NSM également. Donc il faut que les industriels soient sereins avant de se lancer dans la dématérialisation. Et ça, c'est un vrai enjeu du groupe de travail du CNRIPH, de pouvoir mener à bien les guidelines européennes et de les adopter pour la France, pour que puissent les industriels mettre en place de manière réactive et rapide des essais cliniques dématérialisés en France. J'appuie juste sur le point sur la dématérialisation. Dans la décentralisation, il y a la dématérialisation, mais la décentralisation peut se faire aussi sans digitalisation. Donc, c'est-à-dire qu'on peut décentraliser un essai sans avoir besoin forcément du full digital,
typiquement, dans la décentralisation, il peut y avoir la collecte de prélèvements à domicile qui peut se faire par notamment des professionnels de santé ou l'accompagnement à la prise d'un médicament d'un patient et sans nécessairement une digitalisation. Alors bien sûr, il y a un suivi du traitement, mais il n'y a pas forcément de monitoring qui doit être fait. Donc c'est important effectivement dans la décentralisation, et ça c'est un vrai sujet que porte le groupe de travail du CNRIPH. Vraiment la décentralisation porte la dématérialisation, la digitalisation, donc les enjeux réglementaires de collecte de données, de e-consent, de collecte de données, mais après Antoine Thénier en parlera. Mais ce qui est très important, c'est vraiment d'avoir cette considération. Donc les industriels sont partants d'un point de vue pour l'intégration rapide, effectivement pour l'inclusion rapide des patients, pour démarrer rapidement un essai. Et les CRO sont aussi très, très partantes. Mais il y a des freins encore culturels. Donc culturel parce que finalement on n'a pas l'habitude de le faire en France, que la pratique de la dématérialisation et la décentralisation n'est pas assez rapidement mise dans le design des projets d'études. Il est souvent mis en retard ou après on y pense en se disant ce serait peut-être intéressant d'ajouter une dématérialisation, une décentralisation pour des patients qui sont atteints d'une pathologie chronique ou invalidante dans le cadre de cet essai. Et effectivement un manque de formation aussi des outils de monitoring ou d'e-consent ou de gestion de la donnée personnelle finalement des professionnels de santé qui sont en ville aussi et qui pourraient aider à finalement développer la décentralisation des essais. Et bien évidemment, le dernier point, c'est l'importance du lien entre les industriels et les académiques pour mener à bien des vrais projets de décentralisation et de dématérialisation pour que bien évidemment les deux acteurs se parlent entre eux. Vous avez souligné ce lien et les outils finalement. Est-ce qu'aujourd'hui les industriels se sont dotés d'outils de dématérialisation de leurs essais ? Oui, il en existe de nombreux outils de dématérialisation du monitoring. Alors le e-consent, effectivement, c'est en cours d'action réglementaire, mais il existe des outils qui sont soit français, soit européens, qui peuvent être utilisés lors d'essais cliniques. Aujourd'hui, les outils existent. Le cadre réglementaire doit mener à bien son travail pour que les outils se mettent à la page de la réglementation, mais de fait aujourd'hui les acteurs et notamment les CRO et les industriels de santé sont partants et sont très prêts pour digitaliser grâce à des logiciels adaptés. Alors moi j'avais une question, on parle beaucoup de développement durable et la dématérialisation ça participe aussi du développement durable et finalement comment vous avez intégré, est-ce que finalement les outils dont vous disposez vous permettent aussi de faire des gains, des économies parce qu'on sait très bien que nos professionnels sont amenés à se déplacer pour le monitoring des essais et finalement est-ce que là-dessus France Biotech a fait un calcul d'impact économique et d'intérêt économique pour les industriels, mais comme il pourrait être pour les académiques, sur le retour sur investissement sur ces outils de dématérialisation ? Oui, alors il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu développement durable et l'enjeu économique. Alors à date, je n'ai pas de chiffre exact d'une économie. Alors, il y a une économie certes dans le fait de décentraliser, mais on a trop peu encore aujourd'hui de feedback et de recul sur les actions qui sont faites en décentralisé pour les essais cliniques. Mais le point sur le développement durable est un très bon point et on pourrait effectivement le mettre dans certains critères, je pense, pour la mise en place de la décentralisation d'essais cliniques. Je crois qu'il y a des études internationales qui sont menées justement pour évaluer l'impact écologique. Mais moi, je pense que ce serait un levier aussi que l'AIS peut faire valoir pour l'accélération des process. Finalement, c'est le gain en termes de développement durable. Et puis, on sait très bien aussi, et je vais donner la parole à Milan, qu'en termes de qualité de vie au travail pour nos professionnels, finalement, la dématérialisation a beaucoup d'avantages sur nos organisations. Mais c'est vrai que c'est un changement culturel. Milan, quel témoignage tu peux faire d'abord de l'expérience que vous avez eue pendant la crise Covid, puisque vous avez utilisé à l'assistance publique des outils de dématérialisation et comment vous projetez justement sur ces enjeux-là ? Alors peut-être, bonjour à tous, pour répondre à la dernière question, la PHP est en train de déployer une modalité de mise en place à distance des études à promotion à PHP et on estime déjà le gain financier en réduction de déplacement pour les assistants de recherche clinique de l'ordre de 200 à 300 000 euros par an. En plus de l'amélioration de la qualité de vie au travail, puisque ce sont des personnels qui se déplacent 2 à 3 jours par semaine pour ouvrir des centres dans toute la France, mais aussi pour monitorer les différents centres. Donc sur la question très pratique de en quoi la dématérialisation a un impact sur l'amélioration des conditions de travail et également un impact économique, on va l'expérimenter dans les prochaines semaines avec l'ouverture des centres à distance.
Peut-être finalement les 2 premières interventions montrent que le sujet de la digitalisation de la recherche embarque plusieurs dimensions et questionne finalement la construction d'un système d'information recherche au sein des établissements de santé. Juste pour exemple, quand on parle d'améliorer la participation des patients ou des volontaires dans des essais, ça embarque la question du e-consentement, du registre des essais cliniques, de la capacité à avoir des essais avec des objets connectés, du télésuivi, de la télésurveillance. Quand on parle de l'accélération du rythme d'inclusion, c'est avoir des outils d'aide au screening et pré-screening, c'est-à-dire d'améliorer la faisabilité et la prévisibilité des inclusions qui seront réalisées d'une part, et d'autre part de pouvoir identifier les études pour lesquelles des patients seraient éligibles. Et donc on voit bien que là ça appelle à des outils informatiques qui s'appuient eux-mêmes sur des entrepôts, des bases plus conséquentes. Quand on parle de l'accélération et de l'amélioration des relations avec les partenaires, c'est la signature électronique, c'est avoir un CRM qui permet de gérer l'ensemble des relations clients-fournisseurs en quelque sorte avec les promoteurs extérieurs. Et enfin, quand on parle de CHU promoteur, on doit superviser nos essais et donc on doit avoir les outils d'ICRF, d'ITMF, de monitoring à distance, etc. En fait, en disant ça, on a déjà une feuille de route consistante d'élaboration d'un système d'information recherche. Et moi, je pense que l'expérience de la crise Covid qui nous montre que, 1, c'est possible, que 2, alors c'est possible grâce à des dérogations, mais c'est possible. 2, le fait qu'il y ait un écosystème industriel qui se structure. 3, le fait que les établissements de santé, en particulier les CHU, se mobilisent. Ça appelle à, je pense, quelques actions. 1, que chaque établissement ait une feuille de route transformation numérique de la recherche. Après, chaque établissement est juge de mettre ce qu'il doit mettre dedans, mais ça me paraît être vraiment un aspect très important. Ça permet, je pense, d'avoir un choc de demande vis-à-vis des offreurs que peuvent être les industriels, parce qu'aujourd'hui, il y a une atomisation des acteurs, chaque établissement, chaque industriel, et donc ça permet de mettre en mouvement l'écosystème. Et si par ailleurs, l'agence Innovation Santé accompagne l'écosystème par de la simplification administrative, juridique, réglementaire, mais aussi peut-être par une capacité à accompagner les acteurs financièrement pour avoir ce système d'information, mais aussi pour avoir des preuves de concept. On en parlait juste avant. Moi, je crois beaucoup à la capacité finalement de démontrer par l'exemple et avoir des études où on voit que... Alors, c'est des études hybrides, il n'y a pas des études qui embarquent tout ça. C'est des études où il y a du e-consent, des objets connectés. Mais si on arrive collectivement, les établissements de santé, avec des industriels, à avoir des études qui démontrent la capacité à faire et en quoi ça a amélioré la rétention, la participation des malades, des volontaires, en quoi ça a amélioré la qualité de vie, en quoi ça a amélioré le rythme d'inclusion, c'est comme ça qu'on aura répondu aux objectifs du plan France Innovation. Merci Milan. Une question, tu évoquais donc les conditions de travail. Est-ce qu'il y a aussi un changement culturel? Est-ce qu'il y a une adhésion des équipes à aller vers la dématérialisation et quelles sont leurs attentes par rapport à leur façon de travailler? Et comment on doit les accompagner? Parce que c'est quand même une petite révolution dans les métiers de la recherche clinique. Alors je crois qu'a priori, il y a plutôt une sensibilité ouverte à ces sujets. Néanmoins, il y a aussi une question de multiplication des outils et d'alourdissement de la charge de travail pour un certain nombre de professionnels. Et donc, ce qui est attendu, c'est certes des outils qui permettent d'accélérer un certain nombre de processus, mais qui aussi simplifient la manière de faire de la recherche quand on est chef de projet, quand on est assistant de recherche clinique, quand on est ingénieur de recherche. Et donc, c'est ce curseur, c'est ce double objectif que les équipes attendent, mais il y a globalement une adhésion et une volonté d'y aller sous cette réserve-là. Et par ailleurs, j'insisterai juste sur l'aspect formation, parce qu'on le voit dans le design des études, introduire des éléments de décentralisation, dématérialisation, il faut le faire dès le début. Il faut que les investigateurs, les méthodologistes aient ces réflexes. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Et nous, on pense à la PHP que l'un des moyens, c'est en réalité d'impliquer les patients. Parce que les patients, quand ils expliquent leur parcours de participation à un essai,
et qu'ils expliquent que c'est mieux de faire le prélèvement à domicile ou que ça serait mieux que de ne pas faire une visite supplémentaire, qu'elle ne sert à rien, etc., ou qu'elle soit très lourde, ça permet finalement de faire évoluer les pratiques à la fois côté investigateur et côté professionnel d'appui à la recherche. Merci Milan. Tu soulignais la question des outils. C'est vrai que la diversification des outils, ça peut être un plus, mais ça peut être aussi un frein finalement à la mise en œuvre de la dématérialisation. Et penses-tu du coup que le réseau des CHU peut finalement jouer un rôle, et puis avec l'aide du CNCR, sur l'usage d'outils communs ? Alors, je pense qu'effectivement les CHU on représente une force de frappe en termes de CHU promoteur, mais aussi en tant que centre d'investigation. Et je pense que ça serait bien qu'on puisse effectivement initier une démarche permettant d'abord de faire le constat des outils qu'on utilise. On n'a pas tous les mêmes dossiers patients informatisés, on n'a pas tous les mêmes CRF, etc. etc. Et peut-être qu'on n'a pas vocation à tous avoir les mêmes outils, mais néanmoins avoir une stratégie coordonnée, deux, avoir une offre de service qui soit visible vis-à-vis des promoteurs extérieurs afin de renforcer l'attractivité de la France et que les centres français soient choisis, parce que c'est ça une des ambitions. Quand les groupes pharmaceutiques choisissent les pays dans lesquels ils mettent en place les études, en Europe ils choisissent quelques pays. Et comment faire en sorte que la France soit systématiquement retenue et qu'il y ait un grand nombre de centres en France et que ces centres incluent les participants qu'ils devaient inclure dans les délais prévus. Et en fait, toute cette chaîne suppose de la visibilité, de la coordination et une stratégie ambitieuse, proactive, mais je crois que c'est le sens à la fois de l'ambition portée par le CNCR et des CHU présents aujourd'hui. Merci beaucoup Milan. Professeur Tenière, merci de nous avoir rejoints. Comment vous voyez la digitalisation des essais dans la collecte des datas et finalement dans les essais en vie réelle ? Merci. Alors, merci beaucoup Florence de cette invitation. Et avant de vous répondre, je voudrais m'excuser d'être arrivé en retard et m'excuser parce que je vais être obligé de repartir malheureusement très vite pour une autre conférence. Donc je suis désolé. Ça ne dénote pas de l'importance et de l'intérêt que je porte à ce sujet-là, bien sûr. La digitalisation, elle est essentielle. Je crois que tout le monde le partage ici. C'est intéressant de regarder comment dans nos domaines, dans la santé, on applique ce sujet-là, mais de garder en tête que dans plein d'autres domaines, c'est ce que je disais à Karim Senoun, cette preuve de concept, elle est déjà faite. Et donc, il faut arriver à adapter à nos environnements, à nos sujets de recherche clinique, etc. Mais on sait qu'on va gagner du temps, de l'argent, de l'efficacité, de la fiabilité, et qu'à terme, on va pouvoir passer d'un modèle, c'est vraiment le sujet on a ça dans le diagnostic de points uniques, à du temps réel et à vraiment de l'analyse permanente sur des bases de données. La constitution d'entrepôts de données de santé à terme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire des analytiques et des indicateurs qui vont nous permettre en temps réel d'avoir des points d'analyse qui ne seront plus des points de recherche a posteriori, mais vraiment des points de fonctionnement. Donc c'est un chemin qu'il faut qu'on prenne. Là-dessus, je sais que les CHU sont vraiment une force motrice. C'est vraiment le cœur de la recherche et de l'innovation en santé française, à la fois par aujourd'hui la capacité à générer de la donnée, l'expertise de recherche, et puis également, et je pense que c'est très important dans la vision aussi qu'on développe des entrepôts de données, la capacité à coordonner du partage de données, qui est un élément essentiel, qui est finalement l'évolution de nos outils randomisés multicentriques qu'on a conduits jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est vraiment un élément qui est complètement essentiel. Je vois beaucoup de forces qui convergent pour arriver dans cet objectif. Il y a une question de culture qu'il faut amener, c'est-à-dire accompagner tous nos acteurs à se former sur ces nouveaux outils. Il n'y a pas de frein réglementaire, il y a évidemment des outils à comprendre et à s'approprier, ça c'est un élément essentiel. Et derrière, il y a beaucoup d'impacts positifs. Et puis l'étape d'après, si je puis dire, pour ouvrir un peu sur la suite, c'est se dire qu'on va dépasser le simple cadre de nos entrepôts de données de santé hospitalier pour s'ouvrir vers la vie réelle, qui est un infiniment plus grand lac, si je puis dire, de données, avec ce qu'on voit émerger d'outils connectés, etc. Voilà. Donc ça, c'est un peu le chemin qu'on a à prendre tous ensemble. Mais encore une fois, je suis convaincu que le creuset d'expertise qui est au sein des CHU de la recherche est un élément essentiel pour conduire cette transformation. Est-ce que vous pensez que le marché il est mature pour les outils en fait mis à disposition de la dématérialisation, parce que finalement il y a encore
du point de vue de l'utilisateur, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et vous qui êtes en relation constante avec des entreprises du digital, est-ce que vous pensez que Alors, là aussi, comment on peut les aider à nous accompagner dans cette dynamique? La clé, c'est alors il y a deux mots-clés, c'est l'usage et le design. Et à partir du moment où on pense ces éléments-là dès le départ, on va créer des outils qui sont pertinents. Milan a cité tout à l'heure la crise Covid. Je crois que c'est un très bon exemple de notre capacité à développer des outils rapidement. Je rappelle que CIDEP a été développé en 3 semaines et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça. Donc on a la capacité de le faire. Les industriels sont là. Ils ont compris aussi à la fois la valeur que ça pouvait amener pour la recherche, la valeur économique que ça peut amener pour eux. C'est un élément important pour qu'ils puissent développer ces outils-là. Donc à nous de faire les bons tandems, les bonnes collaborations pour pouvoir justement poser les éléments qui sont importants en termes de recherche, en termes de fonctionnement de ces outils-là. À partir du moment où ils sont fonctionnels et où ils amènent du gain de temps, du gain de pertinence, de fiabilité, etc., l'appropriation, à mon avis, sera très rapide. Merci beaucoup. Et vous savez si on a du retard, les uns et les autres, finalement, par rapport à d'autres pays européens, sur le sujet de la digitalisation des essais? Non, vous ne savez pas? Non, on n'a pas... Enfin, à ma connaissance, peut-être Merci Antoine. Peut-être par rapport à l'Angleterre, oui, mais pour les autres pays de l'UE, voilà, pour les autres pays européens, je ne pense pas qu'on ait de retard à l'heure actuelle. Karim, vous avez porté des PHRC importants, multicentriques, avec beaucoup de centres. Pour vous, concrètement, la digitalisation, ça apporterait quoi? Merci Florence. D'abord, juste en guise de préambule, en vous écoutant parler, je me rends compte d'une chose, mais c'est souvent le cas. Je m'en suis rendu compte aussi à la tête du CNCR. C'est que les obstacles, en fait, j'ai bien compris, ce ne sont pas des obstacles législatifs actuellement pour aller plus loin dans le processus de digitalisation des essais et pour donc pouvoir... on m'entend pas? Ouais, vous m'entendez là? On est couvert par le bois. Hein. Oui, c'est vrai, je vais parler plus fort. Donc, les obstacles ne sont pas législatifs, ils sont éventuellement réglementaires. Je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais ils sont essentiellement liés au fait qu'à un moment, on a la CNIL, on a la NSM, et puis on a ce dont je vais vous parler. Je vais répondre à ta question, évidemment, Florence, le point de vue des patients. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur le fait, j'avais lu aussi l'enquête, que 70% des patients sont même à supérieur ou égal à 2 heures du centre où on fait la recherche. Ça pose aussi un problème éthique, et la digitalisation, dans une certaine mesure, peut permettre d'y répondre. Pourquoi? Si on prend un territoire donné où on a des essais précoces, où on a des essais industriels, mais pas seulement, dans un CHU, j'ai un exemple concret à vous donner, et qu'on a un centre, effectivement, avec une patientèle dont l'établissement de référence est à plus de 2 heures, on va dire là, pour simplifier les choses, en me concernant, c'est du CHU de Nantes. On a dans le même temps des dispositifs fournis par l'État qui nous permettent d'avoir du personnel hospitalo-universitaire dans ces établissements de plus petite taille, des chefs de clinique territoriaux. Donc ces chefs de clinique territoriaux sont susceptibles d'inclure des patients des territoires au-delà des grandes métropoles dans des protocoles, encore une fois, qui soient industriels, pour des choses importantes, comme les nouvelles immunothérapies, etc., etc., des traitements anticancéreux coûteux, mais qui pour autant ont montré leur efficacité. Et donc cette fameuse digitalisation permettrait de manière quand même tout à fait conséquente d'inclure ces patients, donc d'inclure la patientèle de ces territoires à l'innovation thérapeutique. Et actuellement, sans ces moyens de digitalisation, c'est difficile de le faire. Deuxième éclairage, quand on parle d'éthique pour le patient, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est plus simple, en se mettant à la place d'un patient, d'avoir l'information au cabinet du docteur avec tout le personnel et la signature, ou bien chez soi tranquillement? Non, mais c'est pas de la démagogie, c'est quand même la réalité. Donc vous voyez bien qu'on en revient à mon questionnement initial, qui est, c'est pas un questionnement, c'est une constatation. Les freins, on se les crée nous-mêmes. Il n'y a pas de frein législatif, Antoine l'a redit, et les freins réglementaires, je ne vais pas parler de freins, mais les ralentissements qu'il peut y avoir sont liés au fait que, notamment au sein du groupe où sont représentées toutes les agences, il faut qu'à un moment on puisse atterrir, puisque pour les raisons que je vous ai données, on parle de patients, et je veux bien qu'on parle d'éthique, je vous en ai dit un mot et je peux développer sur ce sujet. Il est bien évident que cette digitalisation va non seulement dans le sens de l'histoire, mais va également dans le sens de la stratégie nationale de recherche, évidemment de la France, mais également dans le sens des patients. Pour en revenir à ta question, Florence, exemple très concret. Un PHRC avec 30 centres, avec nécessité d'inclusion de plus de 5000 patients.
c'est pas fréquent, mais ça arrive régulièrement. Et généralement, ce sont des essais de grande ampleur qui vont avoir une portée potentiellement internationale. Un tiers du budget va être alloué à des billets d'avion et des billets de train. À un moment, il faut quand même se dire les choses. Ce qui veut dire qu'après, mécaniquement, l'enveloppe va passer au-dessus d'1,5 million. Et j'avais fait un benchmark pour voir à peu près. Avoir un PHRC au-dessus d'1,5 million, c'est très difficile, ce que je comprends tout à fait, parce que l'enveloppe est trop petite. Bon, elle est trop petite, donc les parts de galettes sont plus petites. Ben, les 100, on ne le fait pas. Voilà, c'est tout, c'est assez simple à comprendre. On a parlé d'attractivité tout à l'heure pour les personnels de recherche. Dans les DRC, pour les arts, ça demande aussi des efforts tout à fait considérables en termes de vie familiale, en termes de, vous voyez ce que je veux dire, bref, c'est des billets d'avion, des billets de train. Au-delà du coût financier, il y a également un coût humain. Donc pour toutes ces raisons, qu'elles soient éthiques, qu'elles soient stratégie nationale de la France en termes de recherche biomédicale et côté patient, on pourrait faire un benchmark aussi auprès des patients. Je pense que ce serait très intéressant pour lever un petit peu des verrous. Bien entendu qu'il faut qu'on aille plus vite vers cette digitalisation des essais. Merci Karim. Donc en résumé, il y a quand même quelques verrous réglementaires, il y a un changement de pratique, mais il y a un intérêt économique, un intérêt sur les organisations de travail et la qualité de vie au travail de nos professionnels, un intérêt d'accès à l'innovation sur tout le territoire pour les patients et par ailleurs un intérêt en termes de positionnement de la France au niveau international sur la recherche clinique. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Oui. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez décrit sur la digitalisation et ce que ça pouvait apporter à la recherche clinique. Et donc, juste pour être bien sûr d'avoir compris, donc si par exemple les patients n'auraient plus besoin de se déplacer directement sur le centre de recherche, mais du coup ça permet de suivre en fait l'état de santé des patients, c'est dans ce sens-là. En fait, actuellement, ils viennent sur place juste pour des choses qui pourraient être faites en téléconsultation, c'est ce que vous disiez? Alors, on ne peut pas tout... Ouais, merci, très bonne question. Il faut préciser un peu le propos. On ne peut pas tout faire effectivement en téléconsultation. D'ailleurs, une remarque, en soins, la téléconsultation, depuis le Covid, ça s'est totalement développé. Et finalement, quand on y réfléchit bien, en recherche, on parle aussi de pathologie. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, intuitivement, on devrait pouvoir faire la même chose. Et si je poursuis la comparaison, effectivement, la téléconsultation, notamment pour la primo-consultation, n'est pas forcément adaptée. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le territoire, il est tout à fait possible de donner accès aux patients en physique au protocole. Il y a la partie examen clinique, etc., etc. Mais par contre, ce qui va être beaucoup plus simple pour lui, c'est qu'effectivement, d'abord, pour l'information, il pourra la faire quand il veut, la consulter donc par un e-consent. Il pourra signer par une signature électronique. Et surtout pour le suivi, là pour le coup on pourra dématérialiser de manière beaucoup plus importante, puisque pour ces essais, notamment les essais précoces, notamment les essais d'immunothérapie, il y a un suivi qui est très sérieux qui doit être fait. On l'a dit tout à l'heure, on est capable également d'avoir au niveau des territoires une dématérialisation pour ce qui est biologie. Donc bref, c'est sur l'intégralité du protocole que c'est beaucoup plus commode. Là actuellement le frein il est qu'il faut être physiquement présent à chaque étape de la procédure d'essai clinique. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la digitalisation, la dématérialisation? N'hésitez pas. Bon, juste, oui. Vas-y, complet. Non, c'était juste pour terminer mon propos, pour redire que la place des CHU dans tous ces process est évidemment essentielle. On est plusieurs acteurs à discuter de ces problématiques. Juste un rappel simple, mais qu'il est utile actuellement, je pense, de faire. Les patients sont à l'hôpital, les docteurs sont à l'hôpital, les entrepôts de données sont à l'hôpital et les centres de ressources biologiques sont à l'hôpital. Merci. Oui, Milan, tu veux compléter? Oui, juste un point, parce que finalement, cette question pose aussi de la relation de l'hôpital avec son territoire. Et juste d'indiquer qu'effectivement, la dématérialisation est aussi un outil de stratégie territoriale de la recherche, en lien avec les libéraux, en lien avec les structures de soins primaires, les maisons de santé, etc. Et quand on parle d'accès à l'innovation, quand on parle de réduction des inégalités d'accès à la santé et aux innovations, finalement,
c'est aussi mettre l'ensemble des expertises et plateformes des hôpitaux au service des territoires et des populations qui s'y trouvent. Et finalement, voilà, ça vient percuter plusieurs stratégies, la stratégie médicale, scientifique, SI, mais aussi territoriale des établissements de santé dont notamment les CHU sont chefs de file. Oui, tu as tout à fait raison. Pour compléter, je vais prendre l'exemple par exemple du CHU de Brest. Nous, on a un partenariat entre la direction de la recherche et le département de médecine générale de l'université qui choisit le CHU comme promoteur de ces essais. Et c'est bien, on mettra bien évidemment à la disposition du département tous les outils de digitalisation qu'on pourra développer sur le CHU. Donc, et je pense que on n'est pas un exemple isolé. C'est comme ça dans beaucoup d'établissements. Et c'est vrai qu'on vit dans nos établissements le virage ambulatoire et finalement la dématérialisation pour tous nos process. Et il n'y a pas de raison que la recherche clinique finalement échappe à cette évolution majeure. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Et si vous n'en avez pas, on me précise qu'il est temps qu'on rende le micro. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup.